Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Gardy, président de Bellambra Club. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors, oui, je retrouve quelques signes. Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger Bellambra, qui est un opérateur de club de vacances avec une composante restauration, hébergement, animation, un produit assez complet. Et je me souviens, étant petit, que j'aimais bien donner un coup de main quand il y avait des invités, des parents à la maison pour préparer le repas, pour servir même le repas. Et j'avais, je pense très jeune, ce sens de l'accueil qu'on retrouve aujourd'hui pleinement sur nos 44 villages. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ? Oui, je vais remonter très loin puisque ça fera le lien avec ce que je viens de dire. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec mes parents étant étudiant. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière dans le secteur du conseil en stratégie chez Roland Berger à Paris, début des années 2000. Et j'ai passé presque 20 ans chez Roland Berger avec 3 vies en une. D'abord l'apprentissage du métier du conseil pendant les premières années à Paris, avec une belle croissance du bureau de Paris d'ailleurs à cette époque-là. Ensuite, j'ai structuré un secteur d'activité, d'abord à l'échelle française, puis européenne, puis mondiale, qui était le secteur du travel, de l'hospitality et du loisir, avec des clients à travers le monde. Et enfin, je suis parti au Canada en 2012, ouvrir Roland Berger Canada, où j'ai passé 7 ans pour construire une magnifique équipe et une très belle expérience de vie personnelle et de vie professionnelle. Et puis au bout de 7 ans, quand on commence à se poser la question de savoir s'il faut rentrer en France ou rester encore un peu, avec Amici, ma femme, on a pris une décision un peu radicale en disant on arrête de se poser la question, donc du coup on rentre. Voilà. Et on est rentré en 2019. Là, j'ai changé de costume puisque j'ai pris un premier poste de dirigeant de société dans le secteur du sport et de l'exploitation de salles de sport. Donc c'était un premier changement important. Et puis en 2021, dans une période qu'on oublie, et c'est tant mieux, mais qui était quand même assez particulière, j'ai pris la présidence de Bellambra, que je dirige maintenant depuis presque 5 ans, avec une formidable équipe. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de Bellambra ? Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Et puis éventuellement, comment est-ce que Bellambra se distingue de ses confrères, mais néanmoins concurrents ? Ouais, c'est une belle et longue histoire en fait, Bellambra, puisque ça commence à la fin des années 50, début des années 60. Ça s'appelait VVF, Village Vacances Famille, donc on comprend assez bien la proposition de valeur. C'était une époque en fait où de manière structurelle, il y avait un déficit entre la nouvelle demande de vacances liée à l'évolution des congés payés. On va fêter les 90 ans cette année en 2026, et un déficit de stock d'offres d'hébergement pour accueillir cette nouvelle demande. Et donc il y a eu un certain nombre d'entreprises, d'associations, puisque VVF, c'était une association du tourisme social et solidaire, qui se sont impliquées pour construire des villages de vacances aux 4 coins de la France, et sur le territoire national uniquement. Donc cette longue histoire, elle a permis de développer jusqu'à 150 villages en France, à la fin des années 90, où le groupe a opéré une première transformation, s'est séparé en deux.
VVF Village Association, qui demeure encore aujourd'hui sous le régime associatif avec une centaine de villages, et VVF Vacances, qui est devenu Bellambra en 2008. Donc c'est une marque relativement récente et qui avait hérité de 55 villages historiques en France qu'on opère encore aujourd'hui dans une grande partie. Donc c'est résolument une histoire longue, une histoire au cœur des territoires français, puisqu'on a vraiment une couverture dans toutes les régions de France, et aussi une belle histoire en termes de modèle économique d'une association qui a pu se transformer, qui a pris entre guillemets son indépendance et l'évolution de son modèle d'affaires pour aujourd'hui être maître de son destin et accélérer, je l'espère, dans les prochaines années son développement. Alors, au-delà de l'histoire, est-ce que tu peux un peu nous dire quels sont les points clés, qui sont les gros facteurs concurrentiels de Bellambra? Aujourd'hui, on est sur un produit qui est complet et complexe à opérer, puisque on va accueillir principalement des familles en vacances et leur proposer leur hébergement, bien sûr, les prestations de restauration matin, midi et soir, et davantage encore, entre l'apéro, le grand goûter, le retour ski, selon la saison. On va s'occuper de toutes les activités récréatives, des animations, d'activités sportives. On a jusqu'à une quinzaine d'activités sportives par jour proposées sur nos sites. Et complément d'offres important et différenciant, on s'occupe des enfants, et des enfants à partir de 4 mois sur certains villages. Donc c'est vraiment un service très apprécié des familles, puisque ça permet à chacun d'avoir du temps qualitatif ensemble, affranchi et libéré des contraintes du quotidien, et surtout du temps qualitatif chacun de son côté aussi, ce qui est important pour l'équilibre familial, et je sais de quoi je parle. Voilà, et ça se caractérise par des petits détails d'offres. Typiquement, on est en pleine saison de ski en ce moment. Les vacances scolaires arrivent la semaine prochaine. On va accueillir dans nos villages beaucoup d'enfants, et nos animateurs vont le matin les récupérer et les gérer jusqu'à l'accompagnement au cours ESF, jusqu'à la récupération au cours ESF, libérant autant de temps pour les parents qui peuvent s'offrir soit une grasse mat, soit être les premiers sur les pistes, ou aller skier à l'autre bout du domaine sans avoir le stress d'être en retard pour récupérer leur petit chéri. Donc c'est ce service-là, quand on met l'ensemble de ses composantes bout à bout, avec je dis souvent un gros neurose autour de ça, c'est cette prestation qui est différenciante et qui nous permet de nous distinguer dans un marché où finalement on va retrouver des hébergeurs, on va retrouver des gens plus sur la restauration, mais l'assemblage des composantes de service dans un site exceptionnel, c'est notre différence. Si tu regardes ton parcours professionnel ou éventuellement personnel, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh, là j'ai eu un gros coup de chance? C'est très subjectif l'interprétation de la chance, je trouve. Je sais très clairement identifier des moments qui ont changé la donne, qui ont changé le cours des choses. Je t'ai expliqué tout à l'heure que j'avais passé 7 ans au Canada. Je vais revenir 2 secondes sur comment ça s'est passé. Comme j'étais chez Roland Berger à Paris, on avait décidé de porter l'internationalisation du groupe en ouvrant un bureau au Canada. Un de mes associés de l'époque dit moi je vais partir m'installer là-bas avec ma femme et mes enfants, puisque sa femme avait une opportunité professionnelle. Et on cherchait donc des projets ou des contacts pour alimenter un amorçage de business. Moi, j'avais un contact avec une entreprise, avec le représentant de la branche française d'un groupe canadien qui s'appelle Transat, qui est une compagnie aérienne voyagiste de Montréal, que j'appelle, je lui explique ce qu'on fait, il me dit c'est intéressant, tiens, je vais te mettre en relation avec l'équipe. Et en fait, j'ai l'opportunité de vendre un premier projet à distance. Et à distance, dans un monde pré-Covid, c'est-à-dire qu'on était encore avec les numéros de conf call, avec 10 chiffres, un code, ça faisait et puis on savait pas très bien comment, on se voyait pas, d'accord ? Et donc je me retrouve à faire un pitch au téléphone, c'était lundi de Pâques en France, et puis je découvre en ouvrant le numéro de call compliqué qu'il y a 12 personnes sur le call, qui est tout le comité de direction, que je ne connais pas. Et donc, l'appel se lance, il dit « Bonjour Alexis, écoute, on nous a parlé de toi, peux-tu nous dire quelle est ta vision du tour operating ?» Silence. Et donc là, je me lance, je l'explique, je m'arrête, je dis « Écoutez, je vous vois pas, si ça se trouve, je vous dis des choses que vous savez déjà, ou je suis pas du tout dans le… » Il dit « Ah non, c'est parfait, quand est-ce que tu viens à Montréal ?» Et en fait, je réalise pas à ce moment-là, mais je suis en appel d'offres, où ils sont en train de recruter un conseil.
Et en fait, on perd la proposition commerciale. Un jeudi soir à 18h au bureau, je reçois l'appel de Montréal qui dit finalement, on va faire autre chose, on va pas travailler sur les coûts, on va travailler sur la top line. Donc on va travailler avec un autre bidder, mais on retravaillera en septembre, on était en avril ensemble. Et là, il faut se remettre dans le truc. 6h30, un jeudi soir, tu te prends une mauvaise nouvelle dans la figure. J'aurais pu raccrocher en disant OK, on se voit en septembre. Et là, j'ai dit non, je raccroche pas. J'ai dit mais en fait, je comprends pas, vous nous avez pas posé cette question. Nous aussi, on sait faire. Moi, je sais répondre à cette question. Vous vouliez un truc très court terme, très court, et là, vous me parlez d'un truc très chiffre d'affaires, moyen terme. Je sais aussi faire, et je peux vous répondre à cette question. Ah bon, on savait pas. Écoute, tu as jusqu'à demain midi pour nous envoyer ta proposition commerciale mise à jour. Si j'avais pas tenu tête à ce moment-là, je pense assez sincèrement que je n'aurais pas eu la chance de passer cette année extraordinaire au Canada, qui me permettent aujourd'hui d'avoir, en gérant une boîte en France, un style, une approche sans doute un peu différente. Si j'avais raccroché ce soir-là à 18h30. Et là, est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que j'ai saisi ma chance ? Est-ce que j'ai rien lâché ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai rien lâché. Mais les fils se touchent quand même. Alors justement, est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que tu penses qu'on la provoque ? Et quelque part, là, c'est un peu ce que tu as fait. Moi, je pense qu'elle se provoque quand même. Je crois modérément à la chance. Je pense qu'il faut être très conscient de sa chance, quelle que soit la situation, le contexte dans lequel on évolue. Je pense qu'il faut savoir garder les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure. Parfois, d'ailleurs, pas le monde ultra lointain, parfois le monde qui est juste à côté, parce que ça permet d'être conscient. Et je pense que c'est très important d'être conscient de sa chance, et ça permet d'avoir un regard résolument positif, je pense. Voilà. Après, si tu me poses la question, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir de la chance ? Oui, j'ai le sentiment d'avoir de la chance. J'ai le sentiment d'avoir de la chance, d'avoir eu l'opportunité de vivre des expériences internationales très jeunes et nombreuses en famille, dans un cadre hyper structuré et de soutien. J'ai eu la chance de vivre mon expérience à l'étranger avec ma propre famille. J'ai eu la chance de pas toujours réfléchir trop aux choix que je voulais faire, et puis de rien lâcher permettant d'y arriver ou d'évoluer. Donc ça, c'est certain. Mais croire en la chance, je sais pas, je vais faire le lien avec cette belle expression que j'ai fait mienne, qui est courir la chance, qui est du québécois dans le texte, qui est le titre d'un livre que je viens d'écrire justement. Et courir la chance en français de France, on le traduirait prendre un risque. Voilà, tu changes de job en France, à Paris, tu prends un risque. Tu achètes un appart, tu prends un risque. Les taux, quand même, en ce moment, c'est cher. Prends un risque. Au Québec, tu changes de job, tu cours la chance de vivre une nouvelle aventure professionnelle. Ça veut dire la même chose, mais c'est deux mondes qui s'opposent. Deux approches, je ne vais pas dire philosophiques, mais deux approches de vie qui ne sont pas complètement les mêmes. Et j'aime bien cette traduction d'un Français qui a évolué différemment d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Absolument. Et du coup, est-ce que tu dirais que la chance, c'est une affaire de privilège ou de contexte ? Je pense que c'est une affaire de contexte, dans le sens où, pour rester sur le fil de tout à l'heure en disant est-ce que ça se provoque ? Moi, je pense qu'en effet, ça se provoque. Et je pense que c'est une question d'attitude aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de provoquer sa chance ? C'est facile de dire que j'ai pas de chance. Si j'ai rien fait, et puis ça, j'ai des discussions régulières aussi avec mes enfants, si j'attends que ça se passe, voilà, est-ce que j'ai pas de chance ou est-ce que j'ai pas tenté le coup ? Voilà. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui se provoque, qui va se chercher, qui se tente en fait. J'aime bien, je dirais, la chance, c'est oser en fait. Il faut oser. Et oser prendre sa chance. Et après, c'est quoi le risque ? Dans la plupart des cas, c'est qu'on me dise non, c'est que ça se fasse pas et que tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Donc je pense que c'est résolument une affaire d'engagement. Ouais. Quelle place tu laisses à l'intuition, à des synchronicités dans tes choix ou à des rencontres fortuites ? De plus en plus, en fait, je pense. Ouais. Moi, j'ai un côté un peu rationnel, certains diraient un peu carré, un peu réfléchi, voilà, parfois trop. Mais quand je regarde finalement les choix derrière la carrière rapide que je décrivais tout à l'heure, ça a souvent été une histoire d'intuition et de rencontre, qui viennent à ce moment-là mettre le petit plus sur le choix, en fait. Quand je postule chez Roland Berger pour un stage en 2000, c'est pas un cabinet très connu à Paris, il n'est pas dans le top 3, il doit y avoir 60 consultants à Paris.
Mais la présentation qui est faite à l'ESCP, quand ils viennent présenter pour les stages par l'équipe à l'époque, je me dis, tiens, eux, ils ont l'air sympas. Sympa, mais pas sympa pote, sympa dans un projet professionnel qui est raccord avec ce qu'ils incarnent, ce qu'ils sont. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, je suis rentré dans cet environnement, j'ai été embarqué et ça a duré 20 ans. Et quand j'ai décidé de rentrer en France et que j'ai changé, c'est aussi une question de rencontre. C'est que les personnes avec qui je discutais pour aller porter ce projet-là, des personnes que je connaissais depuis longtemps, c'était facilitant. Je pense que c'était pas le choix le plus naturel en termes d'évolution de carrière. Là, j'ai couru ma chance, c'est très clair. Et puis quand j'arrive chez Bellambra, c'est une longue histoire parce que c'est un de mes premiers projets de conseil en 2001. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle résume bien ce qu'est l'entreprise et ce côté un peu irrationnel dans les choix. Le premier jour, quand je suis arrivé le 31 mars 2021, dans un groupe où la plupart des collaborateurs étaient en chômage partiel, tout était fermé, on n'avait pas ouvert nos villages de montagne. Je te parle pas des economics, c'était pas brillant. J'arrive au siège pour la première fois, vide. L'équipe de direction était venue pour notre première réunion conjointe et mon assistante était là aussi. Elle m'apporte le courrier. C'est une des premières fois qu'on m'apportait le courrier quand même. Ça disait quelque chose sur l'histoire de cette belle entreprise. Mais j'ai sur la pile de courrier, j'ai un format carte postale écrit à la main. Alexis Gardy, président. Très sincèrement, je me suis d'abord demandé si c'était pas ma mère qui m'écrivait, parce que je me dis, c'est pas encore très connu, très su. J'ouvre la carte postale, je vois un capitaine à la barre d'un bateau, j'ouvre un manuscrit et cher Alexis, président, j'espère que tu me permettras encore de te tutoyer. Je vais pas dévoiler tout le contenu de la lettre. Je te remercie de t'arrêter à nouveau dans cette belle entreprise où nous avons eu la chance de collaborer sur les routes bretonnes en 2001. Et c'était la directrice régionale Bretagne de l'époque, qui était retraitée, qui m'écrivait ce message-là. Et ça aide quand même, quand tu arrives dans un contexte un peu compliqué, de se dire il y a quelque chose d'extrêmement fort dans l'ADN, dans la vitalité, dans l'authenticité, ce que les clients apprécient d'ailleurs au quotidien de cette entreprise. Voilà. Donc ça, c'est aussi des histoires de rencontres qui sont vraiment dans l'irrationnel. Et si tu peux me permettre, t'es pas obligé de répondre à la question, mais c'était probablement l'un des pires moments pour prendre ce poste-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a motivé de prendre un tel poste? Je connaissais encore une fois l'entreprise de l'extérieur. Je connaissais les actionnaires puisque j'avais travaillé pour eux en 2018 en tant que conseil. Et je trouvais que c'était un beau défi en fait, parce que je croyais, sans connaître tous les détails de la complexité réelle, mais j'étais très conscient des actifs indiscutables, inamovibles, pérennes du groupe, qui étaient la qualité de ses emplacements et l'ADN de service des équipes. Et quand on a ça dans le secteur du tourisme, je ne vais pas dire qu'on est des enfants gâtés, on a tout pour réussir. Tout le reste, c'est des choses qu'on peut éventuellement contrôler, qu'on peut décider, qu'on peut changer, ce qui rend le projet passionnant, parce que finalement, on est sur une base, même si on n'arrive plus à voir qu'elle est saine, solide. Et donc, ça permet d'engager un projet et d'engager une dynamique et de réenchanter une expérience pour nos équipes, nos collaborateurs, nos collaboratrices et pour nos clients. Donc oui, il fallait quand même être un peu dingue, parce que sur le papier, d'un point de vue purement PNL, c'était quand même pas gagné. Voilà. Avec le recul, quelle satisfaction, tu vois, quelle joie. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es, dans ta vie, où tu t'es senti au bon endroit, au bon moment, et est-ce que, quelque part, finalement, prendre ce poste, c'était ça? Je pense que c'était ça, en fait. C'était le bon endroit, au bon moment, dans une continuité d'étapes professionnelles et personnelles. Et ça prenait sa cohérence d'ensemble. Voilà. Donc oui, je pense qu'à ce moment-là, quand même, quand j'arrive le 31 mars, que je reçois ce message-là, je suis au bon endroit au bon moment. En tout cas, j'en suis assez convaincu à ce moment-là. Et alors, là, on parle de la chance sous une dimension très positive, mais est-ce qu'il t'est arrivé éventuellement de rater ta chance après l'avoir courue et ou éventuellement de faire une grosse erreur? Et surtout, en fait, le plus important, c'est qu'est-ce que tu en retiens? Moi, j'aime bien cette question parce que c'est empreint d'une vraie forme d'humilité, hein, parce que je pense qu'être capable de reconnaître ses erreurs, hein, ou de les identifier, c'est une vraie force. J'en ai fait plein des erreurs. Là, je veux dire, j'en ai fait plein, j'en fais encore aujourd'hui, on en fait tous les jours, et je pense que c'est là qu'on apprend. Heureusement qu'on fait des erreurs, heureusement qu'on se trompe de temps en temps, heureusement que
on garde, et en tout cas moi, j'ai été élevé dans le conseil comme ça, un pas de recul pour toujours rester dans une dynamique d'apprentissage. Et pour apprendre, il faut se tromper, il faut se dire ah tiens, est-ce que j'aurais fait les choses différemment, est-ce que je les aurais fait plus vite, est-ce que j'en aurais fait plus, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Voilà. Et donc oui, ça c'est certain, j'en ai fait. Et après là, pour moi, le sujet, c'est comment on l'intègre et comment on change. C'est toujours plus facile de rester sur l'incantatoire que sur le concret, mais j'ai envie de dire, je trouve ça de plus en plus vrai avec l'âge, avec le temps. OK, tu aurais un exemple concret de quelque chose, tu dis là, non mais franchement, ça a dérapé. Non, mais ce sera pas un exemple un jour J, mais je pense que j'étais très engagé sur mes projets dans le conseil, dans une logique de gestion du livrable, de la qualité, de l'équipe, voilà. Et pas dans une logique de gérer le coup d'après ou les 2 coups d'après. Et c'est vrai que il m'a fallu grandir, comprendre, voir d'autres modèles se développer à côté de moi où certains passaient beaucoup plus de temps à entretenir ce qu'on appelle le réseau ou les liens, ce que moi je considérais à ce moment-là comme étant plus superficiel en fait. Voilà, parce que c'était pas dans le cadre du projet ou de la mission qu'on se donnait. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps, les 5 ans, les 10 ans de différence où on le fait de manière irrégulière versus ceux qui le font de manière très travaillée, ça peut créer un gap. Après, si tu ne fais que travailler ton réseau sans contenu, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, c'est tout cet équilibre-là. Mais je pense qu'avec le recul, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Ouais. Alors, dans la vie de dirigeant d'entreprise, mais même de consultant, auparavant, il y a évidemment des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Comment tu puises ta motivation dans ces moments difficiles? Moi, je m'astreins à un principe, c'est de jamais rien lâcher en fait. Donc, on va au bout du sujet le plus loin possible, le plus vite possible, mais on garde un rythme et une motivation. Je pense que quand on est dans l'action, quand on est dans la concrétisation, ça évite d'être trop dans l'introspection, dans l'appréciation de la difficulté, dans la dérive quelque part, où finalement, à un moment ou à un autre, on perd pied et on voit plus que le négatif, où on voit tout d'un coup le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Deuxième élément, je pense, qui est important, c'est, et je le vois dans ce que je fais depuis 5 ans, hein, quand même, qui a été une série d'actions très concrètes, c'est d'avoir la capacité à prendre un pas de recul quand même, pour ne pas émotionnaliser, je sais pas si c'est français ce terme-là, ou jouer l'émotion, qui est de toute façon dans un modèle B2C avec des clients tout au long de l'année, très présente. Donc il faut bien sûr l'intégrer, mais il faut pas que ça occulte une trajectoire, une envie de changer les choses et des actions concrètes. Donc c'est une certaine persévérance aussi, qui va bien avec ne rien lâcher. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'en a donné beaucoup. Je vais être entre le conseil et les personnes qui ont pu m'inspirer à certains moments. Moi, j'ai beaucoup appris au contact de mes clients ou de collaborateurs, où je les ai vus à l'œuvre faire des choses que je trouvais extrêmement pertinentes, qui sont des choses simples et que finalement personne vous dit de faire, mais qui ont une valeur énorme. Je vais prendre un exemple. Je me souviens d'avoir été invité au Canada au baptême d'un navire canadien exceptionnel qui transportait du gaz naturel, et ainsi de suite. Donc c'est cérémonial sur le port, mais journée un peu protocolaire. Donc on enchaîne les discours et au 6e discours, presque au dernier, qui était la présidente de Gaz Métro Énergir, qui est devenue maintenant une amie, prend la parole et elle passe peut-être en 6e ou 7e position. Et le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle se tourne vers l'équipage qui était au garde à vous le long du mur, debout depuis le début de la cérémonie, et elle dit: je vais m'adresser à vous. Vous, l'équipage du navire qui allez porter la fierté nationale de ce navire québécois sur les fleuves et océans du monde, vous allez porter notre fierté. Elle s'adresse à eux. Ça crée un écart monumental puisque personne ne s'était adressé à eux depuis le début. Et ça crée un lien, une proximité avec une pertinence totale sur le propos de la journée. Ça, si vous voulez, quand on le vit,
C'est simple. Mais quand j'arrive, moi, à la tête de Bellambra, avec des équipes opérationnelles sur le quotidien, je dis, je dois intégrer ça. Et pas pour flatter les équipes, pas pour être dans la com. Parce que si on va au bout du raisonnement, c'est un lien réel, un lien profond, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, en particulier dans les entreprises comme la mienne, qui sont des entreprises en réseau, où il se passe des choses loin d'ici, loin du siège, sur un site, à un instant T, et où la proximité doit être réelle et pas surjouée. Donc ça, c'est un bon conseil d'une situation qui m'a été donnée de vivre. Comment tu vois les choses, dans les 10 prochaines années pour le secteur du tourisme et de l'hospitalité? Ce qui est passionnant dans ce secteur, c'est que, on va faire 2 petits éléments d'économie. C'est un secteur qui, à l'échelle mondiale, est en croissance tous les ans, depuis toujours, de 2 à 4% par an. C'est un secteur dont les sous-jacents sont porteurs, parce qu'on a des classes moyennes émergentes dans tous les pays émergents du monde. Et ça va vite aujourd'hui. On le voit avec, ça a été l'émergence de la clientèle asiatique, c'est l'émergence des Brésiliens, et les gens ont envie de découvrir le monde. Donc c'est un secteur en croissance. 2, c'est un secteur qui est rompu à l'exercice des crises. À l'échelle mondiale, il n'y a pas une année sans qu'il y ait X crises dans le secteur sanitaire, géopolitique, économique, météorologique, tout. Donc c'est un secteur qui vit avec ça au quotidien. C'est un secteur qui est à la pointe de l'innovation technologique. On l'oublie aussi, mais la première grande innovation technologique, elle concerne le secteur du travel, avec la dématérialisation du billet d'avion. On avait quand même, il y a 20 ans, un billet avec papier carbone et 3 feuillets qu'on donnait à chaque porte. Et en globalement 2 ans, 3 ans, on est passé au boarding pass qui refont l'intégralité de la chaîne. L'intégralité de la relation client, de l'expérience client, de la gestion logistique des flux, des gestions de sécurité. Ce que d'autres secteurs ont mis 10 ans, 15 ans à faire pour dématérialiser. Les paiements, c'est venu presque 15 ans après le billet d'avion. Donc, c'est un secteur qui est en pointe. Et on le voit d'ailleurs, c'était vrai en 2000-2005, quand il y a eu l'explosion du taux de pénétration d'Internet dans les ménages, qui a permis aux plateformes en ligne de se développer, de commercialiser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an des produits de voyage, alors qu'avant, c'était aux heures d'ouverture des agences. Eh bien, ça a été une évolution majeure. Et aujourd'hui, avec l'IA, on voit des nouvelles évolutions majeures, puisqu'on voit bien que le produit de voyage ou d'expérience ne va plus être consommé de la même façon. Aujourd'hui, on part du besoin. Voilà, je suis une famille de 4, 2 enfants. Voilà leur centre d'activité. Je cherche des vacances et vous avez une réponse en 30 secondes, qui est assez pertinente aujourd'hui, déjà. Donc, on va continuer à être dans un monde de crise. On va continuer à être dans un monde d'innovation technologique, mais sur des prestations et des métiers. Quand on revient côté producteur, qui restent presque les mêmes en fait. C'est l'hospitality, l'hébergement, c'est la restauration, le F&B, c'est l'expérience, les loisirs, l'activité, et c'est le vivre ensemble. On peut rajouter la découverte d'un territoire, mais ça reste quand même ces fondamentaux-là qui font vibrer. Donc moi, je suis assez positif là-dessus. Il y a un très bel avenir qui va se construire si on arrive à généraliser la composante durable. Hein, et on le voit bien dans les équilibres. Je pense qu'en 2025, on a plus parlé de surtourisme que des bienfaits du tourisme. La réalité, c'est que c'est quand même un secteur économique important, à l'échelle française, bien sûr, mais à l'échelle internationale aussi. Et on ne peut pas juste être dans les effets négatifs du tourisme. Donc, c'est aussi aux acteurs comme nous, et on le fait en allant sur les labellisations, en allant sur la transformation de nos emplois, le passage de saisonniers à des CDI avec des durées d'exploitation plus longues. Donc, on doit être engagé sur ces sujets qui ne sont pas que des sujets de peindre les murs en vert, quoi. C'est des sujets de pertinence à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Rien. Voilà, je sais que je souhaite rester dans un monde où, tiens, j'ai appris ça. Je suis content d'avoir appris ça. Une journée bien remplie avec un truc que j'ai appris, ça me va bien.
Alors, traditionnellement, je demande à nos invités un conseil de lecture, de documentaire ou de film à regarder, mais toi, tu es sur une position un peu particulière parce que tu es aussi auteur. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as publié Courir la chance, heureux comme un entrepreneur français au Québec. C'est aux éditions Hermann. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ouvrage ? Oui, bien sûr. C'était pour moi quelque chose de très nouveau. Et quand ça fait le lien avec l'apprentissage, c'était une expérience d'abord personnelle, hein, de se dire, après avoir raconté quand même à de nombreuses reprises ce que j'avais vécu au Canada, au Québec, à titre professionnel et à titre personnel, on m'a dit, tiens, est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre ? J'ai dit franchement non. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en fait ? Et le timing est bon puisque j'ai passé 7 ans au Canada, ça fait 4 ans que je suis rentré. J'ai changé de costume à plusieurs titres, d'un côté comme de l'autre. J'ai vu à l'œuvre, en les côtoyant plus dans cette crise Covid, comment fonctionnaient les interactions publiques-privées en fait. Hein, et du coup, je m'y suis aussi intéressé et je me suis dit tiens, c'est le bon moment. Donc, j'ai pris la plume. Et l'idée, c'était pas de dire le Québec c'est génial, la France c'est nul, la France c'est génial et le Québec c'est nul. C'était de se dire finalement qu'est-ce que j'ai apprécié dans une dynamique, dans une séquence donnée là-bas, et qu'est-ce que je vois en France en revenant, qui fonctionne très bien, ou qui fonctionne moins bien, ou qui pourrait réciproquement être source d'inspiration l'un pour l'autre. Voilà. Et donc c'était pas le tableau des médailles ou le tableau d'honneur pour l'un ou l'autre, c'était plutôt vraiment comment cette expérience. Moi, c'est vraiment une expérience de vie. C'est un petit guide sur l'expatriation quand même, hein, en disant quand tu es français, que tu quittes Paris et que tu arrives au Canada, quand même, je le résumerai assez simplement. Au Canada, malgré tout ce qu'on peut lire sur les marronniers, sur les kiosques, là où il fait bon vivre, parce que c'est quand même un sujet chez nous Français très récurrent, en disant c'est quand même l'Eldorado de l'expat, le Canada et le Québec en particulier. On est toujours le bienvenu là-bas, toujours, mais on n'est pas toujours attendu. Et en saisissant cette nuance, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre aussi, c'est peut-être une expatriation difficile. Parce que quand on part en Chine et qu'on n'arrive pas à lire un panneau, qu'on n'arrive pas à se retrouver, on sait qu'on vit une expérience à l'étranger. Tout nous l'indique et tout nous le rappelle quotidiennement. Quand on arrive dans un pays francophone, on peut croire qu'on n'est pas complètement à l'étranger. Or, c'est toute une autre culture qu'il faut embrasser, qu'il faut incarner, qu'il faut comprendre. Et ça prend du temps, et ça prend la posture que j'ai décrivée tout à l'heure, une posture d'humilité, en se disant, en fait, j'arrive dans un pays étranger, qu'est-ce que j'en apprends ? Voilà. Et c'est un peu ça que je décrypte dans le livre. Après, j'essaie de comprendre aussi, et c'est vrai que le contexte actuel, ce qu'on voit depuis quelques mois en France, et qui peut, pour un chef d'entreprise, pour un citoyen, être un peu pesant de temps en temps, c'est essayer de reprendre une vague d'optimisme en se disant, on n'est pas condamné au fatalisme, mais au verre à moitié plein. Je partage tout à fait ton expérience. On a baptisé un peu rapidement les Québécois de cousins américains, mais je crois que le mot-clé, c'est américain, c'est avant tout des Américains. Et il se trouve que par un glitch de l'histoire, ils parlent français dans cette province, mais ça s'arrête là finalement, la comparaison. C'est vraiment une autre culture, ouais. Est-ce que tu pourrais décrire le reste de ta vie en 5 mots ? Continuer à apprendre, découvrir. Et parce que, quand même, je le redis pour la deuxième fois, on vieillit, transmettre. Voilà. Je pense que c'est ça en 3 mots. Un grand merci, Alexis Gardy, président de Bellambra Club, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 3 points clés à retenir. Le premier, c'est que la chance est sujet à une interprétation très subjective. Elle se provoque et il faut être conscient de sa chance. Le deuxième point, c'est l'équation de la chance selon Alexis Gardy, c'est-à-dire l'intuition multipliée par les bonnes rencontres, multipliée par le travail. Le troisième point, ne lâchez rien. Allez au bout des choses, gardez un rythme, soyez toujours en mouvement pour éviter de perdre pied. Et de temps en temps, quand même, prenez du recul, faites le point, faites des corrections si besoin et remettez-vous tout de suite en mouvement. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes ? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.